Bonjour à tous et bienvenue à ce débat en ligne qui s'annonce passionnant et des plus intéressants. Nos échanges auront lieu en français, comme nous l'avions annoncé, avec une interprétation en anglais. For those who speak English, you will find the link at the bottom of your screen where you will find interpreters working for us, and really I would like to thank them already from the very beginning for being with us. Donc, nous aurons une conversation avec trois panélistes hautement qualifiés. Isabelle Durand, secrétaire générale ad interim de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSET. Jenin Bai, qui est professeur au Centre pour la culture et les industries créatives à la City University of London. Et Gilles Bassler, qui est le directeur du KIC Festival à Namur, en Belgique. Je suis Vincent Defourny, je suis directeur donc, du bureau de l'UNESCO à Genève. Notre débat se divisera en 4 parties. La dernière vous permettra d'interagir directement avec les intervenants. N'hésitez pas à poser vos questions. Dans le Q&A, là vous verrez, il y a un lien qui vous permettra de poser toutes les questions, de faire vos commentaires comme vous le souhaitez. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré 2021 année internationale de l'économie créative pour le développement durable afin d'attirer l'attention sur ce secteur qui est plutôt méconnu et souvent sous-estimé. Nous avons voulu organiser ce débat conjointement avec la CNUSET, nos amis belges francophones de la délégation de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Genève et le bureau de liaison de l'UNESCO à Genève. Et dès à présent, je voudrais remercier cette petite équipe composée de ces 3 entités avec lesquelles nous avons travaillé pour rendre ce débat possible. Isabelle Durand, pour la CNUSET, interviendra comme panéliste dans quelques instants. Moi-même, pour l'UNESCO, j'ai le plaisir d'animer ce débat et vous aurez certainement l'occasion d'entendre quelques références aussi à l'UNESCO. Mais Fabienne Reuter, qui est déléguée générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Genève, souhaite vous adresser quelques mots de bienvenue. Fabienne, la parole est à toi. Merci Vincent, merci cher Vincent, tu as dit l'essentiel. J'ajouterai juste quelques mots pour vous dire combien la Belgique francophone, Wallonie-Bruxelles, est attentive à l'économie créative. À nos yeux, le rôle de l'économie créative est indispensable, salutaire, innovant et stimulant dans la construction économique et sociale de notre avenir, et évidemment particulièrement un avenir post-Covid, et surtout l'avenir de la jeunesse du monde entier. Ce qui est intéressant, c'est que chaque acteur, quelle que soit sa taille, son origine, son niveau territorial ou international, doit pouvoir y contribuer. Les industries culturelles ne sont pas du tout réservées aux grandes métropoles internationales, que du contraire. Et c'est ce que nous avons voulu démontrer, c'est ce que nous voulons démontrer, en partant de l'exemple de la Wallonie, avec la présence de Gilles Bassler sur ce panel. Et nous nous réjouissons évidemment d'entendre nos panélistes croiser leur réalité et leur regard. En outre, cette nouvelle occasion de partenariat avec la CNUSET et avec l'UNESCO est un plaisir et c'est toujours, vous le savez, une source d'inspiration et d'enthousiasme. Merci. Merci à Isabelle Durand et à Vincent Defourny et leurs équipes, et à la mienne, celle de la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Je tiens évidemment à remercier particulièrement et chaleureusement nos panélistes qui ont accepté de nourrir le débat. Vous êtes nombreux à nos côtés, on s'en réjouit. Et j'espère, je crois que je peux dire, nous espérons que ce webinaire vous donnera les clés et l'envie d'économie créative pour reconstruire notre monde, mais en mieux. Alors, merci. Je te cède tout de suite la parole à nouveau, Vincent. Merci beaucoup. Merci Fabienne. Et effectivement, l'économie créative qui est au carrefour des arts, de la culture, des événements, de la technologie, du numérique, a été impactée et de manière très contrastée par la crise du Covid. Pour certains, je pense en particulier dans le domaine du numérique, là on a eu plutôt une poussée et on a eu une plus grande exposition et une opportunité de voir finalement ce qui est possible avec les aspects créatifs proposés par le numérique. Mais on sait aussi que pour un grand nombre d'acteurs du secteur culturel en particulier ou événementiel, la crise du Covid a eu un impact assez terrible. Et d'ailleurs, la réponse publique à cette crise du Covid
a, a montré que l'importance de la créativité et de la culture pour soutenir des communautés résilientes. C'est parce qu'il est important d'avoir ces activités culturelles, d'avoir de la créativité au sein de nos sociétés, que les pouvoirs publics ont aussi voulu, du moins dans un certain nombre de pays, répondre et ne pas laisser tomber un secteur d'activité. Maintenant, cette réalité a été évidemment contrastée, tout ne s'est pas passé de la même manière dans tous les pays, mais c'est entre autres de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé déjà très tôt dans l'année 2020, un peu le défi de reconstruire en mieux. Et il s'agit de reprendre, non pas de revenir au monde d'avant, mais d'essayer de reconstruire, je dirais, le monde post-Covid avec un certain nombre de paramètres et d'éléments inspirés évidemment directement des objectifs du développement durable. Dans la Genève internationale, on a relativement peu souvent l'occasion de discuter de culture, d'échanger sur les notions de culture ou d'économie créative. On est peut-être davantage préoccupé par des questions comme toutes les questions liées aux droits de l'homme ou la question des migrants, des réfugiés, ou encore des questions vraiment d'ordre humanitaire. Et évidemment, je ne voudrais pas parler des conversations qui ont lieu hier à Genève entre M. Poutine et M. Biden. En tout cas, les trois intervenants que nous allons avoir aujourd'hui vont nous apporter des éclairages variés, des éclairages politiques, des éclairages académiques, mais aussi un éclairage opérationnel, vraiment un éclairage qui nous permettra de saisir, grâce à des choses concrètes, de quoi on parle dans cette économie créative. Et justement, comme les contours de l'économie créative sont peut-être un peu flous, ou en tout cas pas très, très bien établis, nous souhaiterions commencer ce débat, cette discussion, avec Jenny Mbai. Jenny Mbai, qui est du département de sociologie de la University of London, où elle est directrice du programme de Master Culture Policy and Management. Elle enseigne au Center for Culture and Creative Industries et elle collabore avec l'UNESCO, notamment dans le cadre de cette année internationale. Et je crois que c'est la personne la plus indiquée pour nous introduire à ce qu'est l'économie créative et à quoi elle sert. Jenny Mbai, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Vincent, et ainsi que tous les membres de votre équipe pour l'invitation que j'ai acceptée donc avec grand plaisir, et puis la confiance pour dresser ce portrait de l'économie créative. Je voudrais, en rappel, peut-être souligner que l'économie créative est ce secteur qui croît des plus rapidement dans l'économie mondiale, non seulement en termes de génération de revenus, mais également en termes de création d'emplois et de revenus d'exportation. Alors, c'est une nébuleuse, mais à la fois une nébuleuse des plus intéressantes. Et pour apporter des lignes un peu de lecture, je soulignerai 3 points. Et je souhaiterais également, comme l'invitation est à faire mieux, à reconstruire mieux avec l'économie créative, l'invitation que je vais proposer ici est peut-être aussi de comment penser mieux l'économie créative ou penser l'économie créative de nouveau. Je remercie également Christopher qui mettra le premier slide, la première diapo, pour que vous puissiez suivre voilà, cette question de reconstruire l'économie créative en mieux. 3 points donc, que je souhaite, prochaine diapositive, 3 points que je souhaiterais souligner. Le premier est que, comme il a été annoncé, l'économie créative
inclut toutes ces activités qui sont liées, qui sont dépendantes et qui relèvent de la capacité créative des individus, qui relèvent de la capacité d'interagir au niveau des arts, au niveau de la culture, au niveau du commerce et de la technologie. Ce qu'on retrouve souvent, c'est une compréhension donc, de l'économie créative au cœur de laquelle se situent ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Alors, ces industries culturelles et créatives sont essentielles puisqu'elles nourrissent des concepts sur lesquels je reviendrai, tels que la diversité culturelle, c'est-à-dire cette capacité à toutes les voix du monde de s'inscrire sur le marché mondial, mais également dans l'enceinte culturelle mondiale, de par leurs histoires et leurs références ancrées. Donc, ça permet cette participation culturelle. D'autre part, et c'est quelque chose qui est assez important, ces industries culturelles qui se nourrissent vraiment et de la créativité, de la compétence et du talent individuel ont un fort potentiel de création, de richesse, d'emploi également à travers cette génération et l'exploitation de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Les 3 points sur lesquels je veux revenir pour dresser ce portrait de cette économie sont premièrement donc l'ensemble de ces activités qui sont codépendantes. Et c'est important car cela nous permet d'approprier un concept qui est celui de l'écosystème, en fait, où différents biens et services, que ce soit culturels, artistiques, innovants, puisqu'on parle vraiment de la propriété intellectuelle étendue au champ des techies, comme on pourrait dire, interagissent et interagissent de manière collective. C'est également, quand on pense à cet ensemble d'activités interreliées, important de penser aux espaces dans lesquels elles se situent. Donc, il y a une dimension qui est géographique, qui est importante. C'est une économie qui s'ancre dans le territoire, autour d'espaces où les créatifs vont pouvoir librement échanger, concevoir, recevoir, avoir des retours sur leur travail et leurs idées. En parlant d'ancrage et donc cette inscription territoriale et géographique, et je pense que ça va être quelque chose qui va être repris dans les présentations suivantes, c'est l'importance de la ville et du territoire urbain quand on pense l'économie créative. C'est une reconnaissance qui passe par le rôle pivot de l'environnement local. L'économie créative ne flotte pas dans les airs, elle est ancrée dans ce territoire, elle est intégrée, elle est insérée dans des valeurs, dans des formes d'organisation culturelle locale. Et en ce sens, on peut voir également le lien avec d'autres éléments comme par exemple le patrimoine immatériel, le patrimoine culturel intangible, qui, avec les industries culturelles, se renforcent mutuellement. La troisième caractéristique, la troisième dimension, le troisième point que je souhaite étayer sur cette économie créative est celui de son défi. Et son défi majeur tend à ses caractéristiques qui sont spécifiques et aux besoins politiques particuliers qu'elle requiert. Les industries culturelles et créatives qui sont au cœur de l'économie créative montre d'une structure organisationnelle qui est particulière. On note par exemple de larges oligopoles, on note ces entreprises plateformes, Google, Apple, Facebook, Amazon, et une multitude de micro-entreprises, une multitude d'auto-entrepreneurs. Cela pose un vrai défi pour, par exemple, les pouvoirs publics qui ont l'habitude de gérer plutôt des entreprises, disons, moyennes. Donc, un défi de taille par rapport à la diversité que l'on trouve dans les structures de cette économie-là, les participants de cette économie-là. C'est une économie de ce qu'on appelle aussi la superstar, où le
le gagnant gagne tout, the winner wins all. C'est un peu ce concept de le premier innovant, le premier qui se distingue. Je peux penser par exemple à l'exemple du Cirque du Soleil qui arrive avec un concept nouveau et attrape toute l'attention, attrape bien souvent l'intérêt des consommateurs. C'est une économie aussi qui est particulière parce qu'elle fonctionne par période, par saison. C'est une économie de mode qui suit différents, donc qui a des caractéristiques particulières quant à sa temporalité. Et enfin, c'est une économie qui se distingue par une économie de projet, bien souvent. Donc, encore une fois, une temporalité différente, avec des équipes qui sont plus ou moins flexibles et malléables au gré des projets, de la dimension des projets, et ce qu'on peut référer comme des carrières portefeuille, des portfolio carriers, qui révèlent en fait des capacités d'acteurs de multiplier les activités au sein d'une même entreprise. On a plusieurs chapeaux. Un défi… Jenny, oui. est-ce que vous pourriez, par exemple, nous préciser justement un peu les différences entre économie créative, secteur culturel? Voilà, je pense que vous avez quelque chose qui pourrait être particulièrement éclairant aussi pour les participants, justement, de bien situer les choses les unes par rapport aux autres. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a eu des modèles pour penser cette économie créative et prochain slide, un des premiers modèles a été celui des cercles concentriques. Donc, ça a été un moyen d'identifier toute l'amplitude de l'économie créative, de ce qu'on a appelé les arts créatifs de base, au centre, qui inclut tout ce qui est littérature, industrie de la publication, la musique, les arts de la scène, les arts visuels, les industries ensuite qui sont dites culturelles, donc qui vont inclure les industries cinématographiques, du musée, les galeries, les bibliothèques, la photographie. Les industries culturelles et créatives, encore une fois, une vision encore un peu plus élargie de ce qui est inclus dans cette économie-là, avec tout ce qui concerne le patrimoine, les médias de diffusion, que ce soit télé, radio, journaux, et également émergent tout ce qui était la scène du jeu vidéo, etc. Et puis, on arrive encore avec une compréhension, donc l'économie créative dans sa globalité, qui regarde sur tout le spectre de cette propriété intellectuelle, des intervenants sur cette propriété intellectuelle, de l'art, des artistes au techie. On ajoute alors tout ce qui est architecture, tout ce qui est design, tout ce qui est mode et tout ce qui est publicité. Ce modèle qui a servi pendant très longtemps place au centre, on le voit, le génie créatif au niveau de l'artiste. Et donc, ça a été très important, comme je disais, pour rappeler l'amplitude de l'économie créative. Mais slide suivant, il a fallu quand même apporter une notion supplémentaire qui est celle du processus de production. Et donc, et quelque part de déhiérarchiser un peu l'innovation, la créativité en dehors de ces cercles qui, quelque part, établissaient une hiérarchie et mettaient certaines activités en périphérie. Donc, le cycle de production culturelle et créatif est un cycle qui permet cette fois de capturer le contexte de la production, le contexte dans lequel la production prend place, et de représenter l'interdépendance des différents maillons de cette chaîne de production. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de la création, il y a au niveau de différentes activités qui vont se tenir, au niveau de la production, au niveau de la distribution, de l'échange ou de la diffusion, et enfin au niveau de la consommation, de l'archivage, etc. Ce modèle, vraiment, c'est sur ce modèle
qu'on s'appuie l'idée que je suggérais en tout début d'écosystème, en fait, où il y a ici des ponts qui se font entre les différents maillons de la chaîne du cycle de production culturelle et créative, mais qui, quelque part, et ça le slide suivant sur lequel je voudrais m'attarder un peu plus, qui a été réalisé par un de mes collègues, professeur Andy Pratt dans mon centre de recherche. Donc le slide suivant va vraiment représenter et peupler véritablement cette chaîne de production. Je prends ici l'exemple d'un écosystème de l'industrie musicale où on se rend compte qu'il y a tout un ensemble d'activités, de sous-activités. On ne peut pas forcément voir de manière explicite, mais c'est vraiment montrer la diversité des activités qui se situent dans cette chaîne de production. Alors justement, je voudrais faire réagir nos deux autres panélistes à votre introduction. Et en particulier, je voudrais demander peut-être à Gilles Bassler de nous parler un peu de l'écosystème. Comment vous voyez l'évolution, puisqu'on reviendra tout à l'heure, vous nous parlerez plus en détail du Kick Festival. Mais dès à présent, est-ce que vous pourriez nous dire comment, au cours de ces 10 dernières années, vous avez vu évoluer ces écosystèmes et donc l'univers de l'économie créative? Alors, bonjour tout le monde. Merci pour cette question pas facile, parce que je n'étudie pas les industries créatives, mais je travaille dedans. Du coup, c'est pas toujours simple de répondre à une question comme celle-là, mais je dirais que l'évolution, pour moi, elle a plusieurs facteurs. Elle a un, c'est que alors, dans mon métier, moi, je suis plus dans ce qu'on appelle la créativité numérique, qui est une partie, hein, je pense, des industries culturelles et créatives. Toutes les industries culturelles et créatives ne sont pas numériques, mais moi, je suis plus spécifiquement dans ce domaine-là. Mais je pense que, d'ailleurs, on l'a vu dans les slides de Jenny, c'est que l'industrie culturelle et créative, elle est de plus en plus éclatée. En fait, au début, quand on parlait d'industrie d'industrie culturelle, déjà le mot industrie est un gros mot, et puis après, on avait des arts très primaires. Quand je dis primaire, c'est pas un jugement de valeur, mais on savait dans quoi on était. Et maintenant, ce qui s'avère, c'est que la créativité qui explose justement dans cette industrie, elle fait naître énormément de micro-métiers, de micro-formations, de projets différents, et du coup de toute une multitude de capacités, de métiers, de performances, et en fait qui fait que cette industrie, elle est extrêmement morcelée. On le voit d'ailleurs dans le slide qui était là au moment où j'ai pris la parole. Et du coup, ce qui est important, moi, à mes yeux, c'est que plus cette industrie se morcelle, plus elle a du mal à se fédérer, plus elle a du mal à se faire entendre, parce qu'on est dans un peu dans ce qu'on est, dans des citations célèbres en Belgique, dans le banc de sardines. Et donc, comme c'est toute une série de micro-sardines comme ça, qui, en fait, ont cette capacité à se fédérer à un moment donné pour un projet, pour monter sur une production. Si on prend par exemple l'exemple majeur du Cirque du Soleil, par exemple, qui est souvent considéré comme une des références, qu'est-ce qu'ils font le Cirque du Soleil? Ils ont évidemment une multitude de gens en interne, mais à un moment donné, sur le montage d'un projet, ils vont aller chercher énormément de petites sardines pour plein de petits points spécifiques, de compétences spécifiques pour monter un projet le plus performant possible. Elles vont se rassembler, elles vont faire un bout de chemin ensemble et puis elles vont se séparer. Et donc ça, je pense que c'est, à mes yeux, sur les 10 dernières années, l'évolution la plus marquante que je vois dans le secteur. Si je vois bêtement à l'échelle de mon entreprise, parce que je suis aussi entrepreneur en marge du Kick Festival, au début, on intégrait toute une série de compétences en interne. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on intègre certaines compétences plus orientées sur ce qu'on appelle les soft skills, et cette capacité justement d'intégrer une multitude de talents sur les différents projets qu'on crée. Ça nous permet de faire des projets plus puissants, plus créatifs, plus forts, et puis après de se remettre sur notre noyau et puis de se redéployer en fonction des projets des nouveaux projets, et du coup de ne pas faire tout le temps la même chose, parce que c'est aussi, on l'a vu, une des particularités de l'industrie créative, c'est cette volonté permanente qu'elle a de vouloir se renouveler.
Ce sont bien là les défis de l'industrie créative et j'imagine qu'à la CNUSET, pour Isabelle Durand, justement, soutenir, je dirais, l'économie créative, ça doit être un véritable défi. Isabelle, est-ce que justement mettre la culture et les activités culturelles dans ce grand ensemble d'industrie créative, est-ce que ce n'est pas un peu une gageure? Est-ce que c'est pas un peu, est-ce que la culture peut être considérée comme un bien économique comme les autres d'une certaine manière? Alors, là aussi, vaste question. Donc, c'est vrai qu'à la CNUSET, on regarde évidemment l'économie créative par l'autre angle, pas seulement les sardines qui se rassemblent, mais comment ces sardines sont rémunérées, comment ces sardines donnent lieu à l'industrie sardinière, je ne sais pas si on peut dire ça, et donc en quoi est-ce que ça apporte aussi un bénéfice ou un retour économique pour l'ensemble d'une entité, que ce soit un pays, une région, et un peu plus qu'une petite communauté de spectateurs du dit spectacle ou produit culturel. Donc nous, on le regarde à travers cet angle-là. Alors c'est vrai, comme ça a été très bien dit par Jenny, c'est un secteur tellement évolutif et fluide qu'il est évidemment terriblement difficile à quantifier. Ceci dit, ce n'est pas le seul secteur dans lequel les mesures sont difficiles. Mesurer les flux financiers illicites, c'est aussi très difficile parce que par définition, c'est illicite. Mesurer le bénéfice de l'économie numérique, c'est aussi extrêmement difficile, de l'e-commerce, etc. Donc, il n'y a pas que la culture qui serait quelque chose comme ça d'un peu… Non, elle a sa valeur propre en termes de ce qu'elle procure aux sociétés humaines, singulièrement dans les villes, accrochée à des territoires, des pratiques, etc. Mais en plus, comme d'autres domaines aujourd'hui, de plus en plus, elle est je ne vais pas dire fuyante, mais difficile à quantifier. Alors nous, on s'y intéresse aussi à tout point de vue, mais aussi du point de vue du développement, puisque c'est notre mandat. Ce n'est pas seulement le bénéfice économique pour chacun des acteurs, mais globalement, est-ce que ça sert le développement? Oui, évidemment, oui. Est-ce que ça le sert économiquement? Bon, on a bien vu, vous l'avez rappelé Vincent, dans la pandémie, à quel point certains secteurs liés entre autres à la technologie ont bondi pendant toute la période de lockdown, avec évidemment des aspects très intéressants, mais aussi des aspects terriblement injustes et terriblement mal répartis. Et ça m'amène à la dernière chose sur laquelle il faut nous essayons de travailler aussi. C'est pas simple, ça, la question des droits de propriété intellectuelle, parce qu'évidemment, la rémunération des petites sardines ou des grandes, c'est très problématique parce que les droits de propriété intellectuelle, la juridiction est nationale, alors que les échanges sont évidemment permanents et fuyants, instantanés. Et donc, la problématique des droits de propriété est extrêmement importante pour adresser ce problème et faire que dans ce système économique, indépendamment de la valeur culturelle ou identitaire du produit, il y ait aussi une rémunération juste ou la plus juste possible du créateur, du producteur, du créateur, du distributeur. Or, aujourd'hui, évidemment, le piratage est la règle. Hein. On fait un peu tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de choses qui échappent à la quantification. Donc, un de nos défis aussi, c'est la compilation des données. Ce n'est pas si facile, en fait, parce que ce serait bien d'avoir une vraie banque de données. Mais franchement, c'est un champ, je pense, qui, dans le post-Covid, a un potentiel. Enfin, quand je dis post-Covid, je veux dire par là, hein, reconstruire en mieux, représente un potentiel considérable. Mais voilà, je pense que quand je vois mes interlocuteurs, les pays en développement, ils sont surtout axés sur la reconstruction économique par les moyens plus classiques, même si on y ajoute de la sustainabilité, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'ils ont l'économie créative dans leur viseur, en tout cas pas assez. Alors, on va revenir dans un instant sur justement le défi du reconstruire en mieux, mais je voudrais peut-être rendre la parole une seconde à Jenny en lui demandant justement de son point de vue, vous avez évoqué, Isabelle, quelques tendances fortes et quelques défis, notamment liés à la rémunération des entrepreneurs culturels, en tout cas de tous les acteurs de cette industrie, mais il y a peut-être aussi d'autres défis ou d'autres dimensions que Jenny, vous souhaiteriez peut-être mettre en évidence, justement pour clore un peu cette introduction générale sur ce que c'est l'économie créative? Oui, alors peut-être déjà
rappeler qu'en effet, c'est un des défis de taille et le défi est qu'elle s'inscrit à travers différents champs, différents secteurs. Donc, on le voit bien avec l'exemple de Gilles du numérique, par exemple. Je pense qu'un élément qui est essentiel de rappeler, c'est que, et c'est un peu en réponse à la question que vous aviez posée au tout début à Isabelle, c'est que non, c'est pas un produit comme les autres en fait. C'est quand même un produit assez extraordinaire. C'est un produit qui a cette dimension identitaire, qui a cette dimension de valeur, qui a cette dimension de sens, et que il y a des enjeux politiques qui sont très importants pour le bien-être social, pour la cohésion, mais également pour la représentation en fait de toutes ces voix. Donc cette question d'une vision un peu humaniste de ce champ économique est quand même ici à rappeler. Quand je parlais d'écosystème, c'est également une manière de mettre en lumière que sont inclus du coup à la fois les grands et les petits, les gros poissons et les petits poissons, mais également les différentes formes organisationnelles, que ce soit formelles ou informelles, que ce soit marchande ou non marchande, commerciale ou non commerciale, subventionnée par l'État ou pas subventionnée par l'État, et donc à but lucratif ou non, et que mainstream ou indépendante, et qu'en fait d'avoir cette vision d'écosystème permet de voir cette interdépendance de toutes ces activités-là, qu'on ne peut penser l'économie créative en hiérarchisant ce qui est formel, ce qui est subventionné, etc. Et que, en fait, ce qui est intéressant, c'est le système de production intégré et interagissant de toutes ces différentes activités et de leurs profils distincts. Merci beaucoup, Jenny. Voilà, pour premier morceau, je dirais, de notre discussion, de notre webinaire. Effectivement, évidemment, on n'a pas fait tout le tour de l'économie créative. Il nous faudrait évidemment beaucoup plus de temps, mais au moins, on commence à y voir un peu plus clair. Et je voudrais passer, je dirais, un peu deuxième partie de notre réflexion en se posant la question de en quoi l'économie créative peut servir de levier pour reconstruire en mieux, et notamment et en particulier pour contribuer aux objectifs du développement durable. Isabelle Durand, je pense que vous êtes la mieux placée puisque en tant que secrétaire générale ad interim de la CNUSET, vous êtes vraiment au cœur de ce travail, je dirais, avec les États membres, avec les différents acteurs économiques pour essayer de donner une direction à l'économie créative à côté de toutes les autres formes d'économie. Isabelle, la parole est à vous. Oui, merci. Donc oui, je pense vraiment que l'économie créative a à faire avec cette reconstruction en mieux. La difficulté, c'est premièrement que dans cette période si compliquée que nous vivons aujourd'hui, d'éviter qu'on ne casse l'écosystème qui vient d'être décrit. C'est-à-dire finalement qu'on aborde l'économie créative par un angle, je dirais, qui apparaîtrait comme le plus rentable à court terme, en oubliant tout ce qui fait sa spécificité. Et de nouveau, je pense que c'est un état d'esprit, moi qui m'anime, mais qui m'anime depuis longtemps, d'ailleurs bien avant que je n'arrive à la CNUSET, mais qui n'est pas toujours bien entendu dans le monde économique. Je fais une petite parenthèse, nous avons invité hier Madame Esther Duflo, la prix Nobel de l'économie, à une lecture, et c'était très intéressant parce qu'elle a un peu bousculé les économistes avec des visions relativement classiques en les appelant à justement faire des allers-retours permanents entre leurs prévisions, leurs prédictions, les réalités, le changement des acteurs, etc. Et donc, ce genre d'analyse me touche assez bien, et je pense qu'en économie créative, comme dans d'autres systèmes, il n'est pas facile en particulier pour un pays qui est confronté à de grosses difficultés au lendemain d'un lockdown et dans une pandémie qui a fait des ravages énormes, y compris socio-économiques. C'est pas nécessairement facile pour eux de hiérarchiser leurs actions. On a bien vu, d'ailleurs, même chez nous, même en Europe, même en Belgique, à quel point la culture a été oubliée
Alors après, on peut discuter, est-ce qu'on a bien fait, mal fait, je ne vais pas juger ce qui a été fait. Je dis simplement que les acteurs culturels ont été vraiment mis de côté de façon, ils l'ont vécu de façon extrêmement injuste et je pense qu'objectivement, ils ont privé les sociétés d'énormément de biens dont les gens ont besoin comme de pain. Et donc, ce n'est pas simple aujourd'hui de faire entendre que l'économie créative est un outil quand on parle à des pays qui sont dépendants des produits de base, qui ont un problème de dette gigantesque, qui sont dans des énormes difficultés, que ce système un peu flou mais qui a l'avantage, dans une période de reconstruction, de combiner des aspects humains, des aspects culturels, des aspects d'investissement des personnes qui se sont senties complètement hors du coup pendant toute cette période, et peut-être même déjà avant, mais encore un peu plus, puisqu'on dit que, c'est vrai, que le Covid a exacerbé ce qui existait déjà avant en termes d'inégalité, etc. Je pense que oui, approcher l'économie créative comme un des vecteurs, et peut-être que le fait que ce soit l'année internationale peut un petit peu aider. Des pays, par exemple, comme l'Indonésie, est très impliquée et demandeuse de travailler, d'ailleurs je crois qu'elle travaille aussi avec l'UNESCO, sur l'économie créative, parce qu'elle en a fait un vrai levier. D'autres ont choisi des leviers un petit peu plus classiques. Donc, ce n'est pas simple et c'est aussi un enjeu pour la CNUSET, même si nous avons une très petite équipe qui travaille là-dessus, donc on n'est pas non plus une grosse machine. Mais on n'a pas besoin d'être nécessairement une grosse machine pour produire des incitants intéressants. Et donc, oui, vraiment faire de cette économie créative un des leviers, bien sûr, pas le seul, en le liant jusqu'à un certain point avec l'évolution technologique. Et donc, ça, c'est tout le volet, parce que la technologie ou le numérique, ça, c'est quelque chose que les États membres ou que nos États membres perçoivent un peu mieux. On voit e-commerce, oui, acheter, vendre, etc. Ça, c'est bon. Alors, évidemment que c'est pas l'e-commerce a quelque part rien à voir avec l'économie créative, mais je dirais par cette porte-là, c'est parfois plus facile d'entrer par cette porte-là pour défendre l'idée de ce type d'écosystème que de le prendre à froid dans une approche qui est une approche où on est relativement peu sensible à cet aspect des choses au moment où on a, je dirais, le nez à peu près sous l'eau. Merci. Je voudrais faire rebondir Jane Bai sur cette question-là, justement des politiques publiques. Comment soutenir et développer l'économie créative? À votre avis, quelles peuvent être les premières ou les principales actions qu'un État peut mettre en place pour soutenir et développer l'économie créative? Alors, une première réflexion, c'est de partir de ce qui est plutôt que de ce qui devrait être. Et c'est bien souvent le piège de l'idéalisation et quand on approche l'économie créative, avec l'import de politiques qui se sont faites ailleurs, l'apport d'initiatives qui se sont faites ailleurs, et en fait de comprendre que l'économie créative tire sa puissance, comme j'ai pu le rappeler, de son ancrage territorial, et donc comprendre quelles sont les dynamiques, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités qui existent dans un territoire qui sont spécifiques véritablement à ce territoire est une première étape. Donc une première étape que ce soit de mapping encore une fois avec une vision de cet écosystème-là ou de cartographie, excusez-moi là je fais un anglicisme, donc une première étape de cartographie de ce qui est et de quelles sont les forces, quelles sont les puissances, quelles sont les zones, et si on part encore une fois en s'aidant de cette matrice que j'ai pu mettre dans le slide avec les différentes étapes de la chaîne de cycle de production, est-ce que nos forces sont situées au niveau de la création? Est-ce qu'on a des systèmes établis dans la formation? Je veux dire, on parle de développement de SDGs, Sustainable Development Goals, d'objectifs de développement durable. La culture est peut-être formulée de manière explicite seulement dans le numéro 11, mais dans le numéro 4, que ce soit autour de l'éducation, elle est là, elle est présente. Est-ce qu'on a des systèmes éducatifs qui préparent des créateurs, qui préparent des producteurs, qui préparent des distributeurs, qui préparent tous ces échelons-là? Est-ce qu'au niveau de la production, est-ce qu'au niveau de la diffusion, est-ce qu'on a des scènes, est-ce qu'on a des… Donc, c'est cette cartographie-là qui permet de
savoir d'où on part pour savoir d'où on va. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui doit s'établir et s'ancrer dans le territoire, dans ses besoins, dans ses réalités, comme première étape. Mais si je peux me Alors, permettre, Vincent, juste allez-y. pour ajouter à ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord qu'évidemment la cartographie locale est essentielle pour voir d'où on part. Et en même temps, on se rend compte que dans cette économie créative, la valeur ajoutée des produits culturels, même si elle vient du pays, souvent, elle est matérialisée ou la valeur ajoutée, elle se fait ailleurs. Par exemple, en musique, les studios, on va les faire, je ne sais pas où, moi, je ne connais pas grand-chose, mais on va aller dans des endroits spécialisés. Et donc, le problème, comme souvent d'ailleurs, en tout cas pour les pays en développement, ou même pour des pays moins forts ou moins spécialisés, on a un magnifique matériau de base, on a plus ou moins ce qu'il faut, une cartographie intéressante, et au moment où ça doit prendre forme et rapporter des sous, si je peux dire, ou que ça doit être produit d'une certaine manière, on va le faire ailleurs que dans le pays. Et donc, on n'a pas les studios, on n'a pas le matériel, on n'a pas le cadre réglementaire non plus, parce que mine de rien, il y a aussi besoin d'un cadre réglementaire pour entourer l'écosystème. Et donc, le problème, c'est un peu comme les produits de base. Je ne sais pas, moi, on a des graines de cacao, des fèves de cacao, mais le bon chocolat, il est fait ailleurs. Hein. Et la valeur ajoutée entre la fève et le produit qui coûte je ne sais pas combien, qui est vendu à des consommateurs de luxe, c'est pas le pays qui va le toucher. Donc, c'est vrai que c'est une approche un peu économique et peut-être un petit peu, comment je vais dire, terre à terre par rapport à la beauté de l'exercice, mais en même temps, si on veut une activité locale et ancrée, il faut aussi qu'elle rapporte au niveau local et ancré, si je peux dire, pas seulement de la belle matière culturelle et vivante, mais aussi des bénéfices. Sinon, c'est quand même, le système est complètement injuste. Hein. Alors justement, cet ancrage territorial, je pense que c'est une perche toute tendue à Gilles Vasler, puisque vous n'êtes pas forcément dans la ville à laquelle on aurait spontanément pensé, je dirais, pour développer un festival international. Namur, c'est finalement une petite ville, et pourtant vous avez réussi à mettre en place un festival international. Gilles, vous pouvez nous expliquer comment ça résonne pour vous, cette histoire de l'ancrage territorial, et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Alors moi, c'est quelque chose qui m'interpelle très fort. Hein. C'est vraiment un espèce de fil conducteur un peu depuis le début des projets que j'ai menés avec d'autres personnes ici. C'est justement au tout début, quand on a créé nos projets, je me rappellerai toujours que un de mes premiers clients m'a dit: c'est bien, c'est génial, c'est très créatif, mais vous n'êtes pas né au bon endroit. Et ça m'a vraiment très, je pense, peut-être qu'à ce moment-là, je ne me rendais pas très bien compte, mais ça m'a fort perturbé de me dire: tiens, c'est fou, je suis obligé d'aller dans une grande capitale pour pouvoir faire des choses qui nous intéressent ou pour pouvoir développer des projets. Du coup, on a pris le chemin inverse, et je pense que c'est vrai de ce que Mme Durand disait tout à l'heure. C'est vrai que oui, il y a énormément de valeurs de l'industrie créative, et je pense qu'il ne faut pas être gêné de parler de valeurs économiques de l'industrie créative, est souvent développée dans les pays anglo-saxons. On va simplifier ça comme ça. Mais que le terreau créatif est gigantesque, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le Sud, par exemple, et que cartographier... Ou à Namur, en Europe, hein, donc capitale de l'Europe, de la Wallonie. Mais ce terreau, il est riche, il est extrêmement plus riche justement chez nous que dans beaucoup d'autres pays qui sont justement ceux qui exploitent le plus ces industries. On peut simplifier cette image exactement avec ce qui s'est fait à l'époque de l'exploitation minière ou de l'exploitation d'autres industries qui ont été transformées ailleurs, comme le disait Mme Durand, et qui génèrent de l'argent. Ça, je pense que c'est une réalité actuelle, mais maintenant, je pense que ça change, et ça change très, très vite. Et le festival qu'on a créé à Namur et le hub créatif qu'on a créé à Namur, le TRAC, qui est né dans la suite du festival, et maintenant d'autres projets qui naissent sur notre territoire à toute petite échelle de 100 000 habitants, je le rappelle, démontrent aussi que ce terreau créatif, c'est faisable, c'est possible, à partir du moment où il est reconnu, où il y a des gens qui l'animent aussi. Je pense que c'est la priorité, c'est que l'industrie elle-même se porte comme animateur de sa propre destinée. Mais c'est faisable de créer ici, comme on l'a fait maintenant en 10 ans, à Namur, un festival qui fait venir des gens d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est 55 pays différents qui viennent sur le festival.
c'est des gens qui viennent du monde anglo-saxon se sourcer chez nous ici pendant quelques jours, du monde de l'Est, de l'Ouest. Et en quelque sorte, on a fait un point de convergence dans une toute petite ville qu'est Namur. Pendant 4 jours, il y a vraiment toute une série d'acteurs de cette industrie créative qui se réunit. Et je pense qu'il n'y a pas une raison, il y a 1000 raisons, mais qu'une des principales raisons, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit on va le faire là où on vit, tout simplement. On a eu des acteurs qui nous ont écoutés, c'est important, je pense que ça c'est essentiel. On a été reconnus comme dans notre cœur créatif. Des lieux sont nés sur Namur, c'est extrêmement important. On s'attelle maintenant à structurer cette concertation des parties prenantes. Et surtout, on a, dès le début, même si on est dans une petite ville comme Namur, directement imaginer ce projet dans un rayonnement international. Et je pense que c'est pas opposé de se dire qu'on crée un projet là où on vit, tout en gardant une forte connexion avec l'international, et c'est même assez essentiel. Et je pense que ces différents facteurs, ces différentes volontés, ces différents acteurs ont fait qu'on a pu maintenant créer, au départ une entreprise, un écosystème autour du festival, un lieu dans lequel des entreprises créatives se développent, et maintenant des espaces dans lesquels les gens viennent se former, découvrir, etc. C'était pas quelque chose. Je vais juste terminer. J'insiste aussi, c'est que c'est pas quelque chose qu'on a imaginé comme ça au début, et je pense que c'était pas notre rôle en tant qu'acteur de terrain. On avance de manière empirique. On n'est pas, on n'étudie pas, comme je le disais au début, ce qu'on crée. Mais avec le temps, après 10 ans, voilà, on s'est rendu compte que c'est parce que aussi on était acteur de terrain que je pense qu'on a créé des pièces des pièces de puzzle qui correspondaient à ce que notre écosystème avait besoin. Si je comprends bien ce que vous dites, en fait, d'une certaine manière, le festival sert de mapping. En fait, c'est fait, je dirais, de manière très empirique, cette cartographie, ou en tout cas ce network et ce tissage des différents acteurs de l'économie créative, là, en particulier dans le secteur numérique, mais pas exclusivement. Et vous arrivez, je dirais, à créer cette dynamique qui permet justement d'aller plus loin. Et j'imagine que si vous êtes là encore 10 ans après et que chaque année, il y a un peu plus de succès, c'est quelque part, cela répond à la demande et les différents interlocuteurs y trouvent leur compte. Comment est-ce quels sont les retours que vous avez d'une certaine manière? Comment est-ce que vous pouvez mesurer ou suivre un peu cette évolution, je dirais, de cette intensification, je dirais, du tissu? Alors, c'est très difficile pour nous justement de mesurer ça. Et comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure aussi, on est dans une industrie qui est difficile à se mesurer, parce que comme elle est complexe et comme elle est plurielle. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça s'élargit d'année en année. Au début, on était sur un festival de designers, de créatifs codeurs, on était un petit peu limité à ce champ. Et puis après, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que, et d'ailleurs, on s'est rendu compte et on a beaucoup travaillé aussi sur cette ouverture et cette dissémination de nos contenus dans différents types de profils. Et c'est vraiment comme ça qu'on essaye du coup d'enrichir notre événement, et du coup d'enrichir, je pense, la valeur de cet événement et l'intérêt que le public porte, et du coup d'avoir des métriques de visite, d'achat de tickets, de projets nés sur le festival beaucoup plus importants. C'est qu'à un moment donné, au lieu d'avoir un festival qui avait 4 angles, on a décidé de lui donner toute une multitude de facettes pour donner toute une série de portes en fait aux visiteurs qui montrent un intérêt en fait vers cette porte, et puis qui, on l'espère, vont ressortir par une autre. Et donc, à un moment donné, je rentre pour un certain type de contenu, et à un moment donné, je découvre un peu par porosité un autre type de contenu, je m'y intéresse, et ça fait naître chez moi une question, une idée, une valeur différente, une rencontre. Et on travaille énormément en fait là-dessus dans le festival.
sur justement le nombre et le type de contenu qu'on propose pour qu'il soit vraiment le plus pluriel possible, afin de, oui, je pense que c'est le bon mot de travailler sur cette porosité de profil. Et donc, je pense qu'un acteur de l'industrie créative, c'est quelqu'un qui est critique dans le bon sens du terme, et qui pose un autre regard en fait sur le monde qui l'entoure. Et dans ce sens, je pense que c'est une des valeurs importantes que porte le festival, c'est de ne pas être dans un festival justement des technologies pour les technologies, mais d'être dans un festival de ce regard critique que porte le créateur. Et ce regard critique, quand il entre en contact avec d'autres personnes, et donc ça c'est l'importance des lieux, des événements, des festivals, des rencontres, quand il entre en contact avec d'autres personnes, c'est éventuellement source d'une nouvelle idée, d'une nouvelle source de valeur, d'une nouvelle source d'innovation. Et ça, de nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on imaginait au début, mais c'est quelque chose qu'on observe avec le temps et qui, avec l'évolution de notre événement, on voit que ça s'enrichit, que ça fait naître beaucoup de tout type de valeurs. Merci. Isabelle, lorsque vous entendez voilà, ce récit, je dirais, du KIC Festival à Namur, est-ce que, d'une certaine manière, vous auriez envie de dire à d'autres États membres, à d'autres pays, à d'autres villes, faites comme eux? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui serait de nature, je dirais, à stimuler l'interaction entre les pouvoirs publics, entre les créateurs, entre les différents acteurs, je dirais, de ce secteur? Mais comme ça a très bien été expliqué, ce festival, il n'a pas été pensé du haut. Il s'est construit à partir du bas, à partir de quelques initiatives et puis qui se sont agglomérées, qui ont donné lieu à d'autres choses, etc. Et donc, la difficulté, c'est justement d'identifier, et ça, moi, la Q7 ne peut pas faire ça, c'est de savoir au sein d'une communauté, d'une région, d'un pays, que ce soit un pays développé ou pas, mais a fortiori dans un pays en développement, qui sont les acteurs les plus, comment je vais dire, ceux qui se mettent facilement ensemble, qui sont dynamiques, qui vont créer ou essayer d'initier une dynamique intéressante qui peut alors devenir et recevoir le soutien des autorités publiques pour devenir faire un festival international ou Dieu sait quoi dans un endroit que personne ne connaît. Enfin, je ne dis pas que personne ne connaît Namur, mais je veux dire dans un endroit oui, je vois, dans un endroit, une ville, une région, un endroit pas spécialement connu. Et je prends un exemple qui m'a frappé. Alors, c'était un festival assez classique, donc il est probablement moins innovant que ce qui se fait à Namur, mais le festival Armani, qui a été mis en place par un Belge d'ailleurs, dans le Kivu, dans un endroit, il y a bien une région du monde aujourd'hui qui ne va pas bien, c'est le Kivu. Et c'est un festival de musique, donc c'est assez classique comme activité. C'est pas un écosystème créatif, mais c'était quand même un endroit où personne n'attendait faire un festival de musique à Bukavu. Il faut être fou. Enfin, je veux dire, il faut être fou parce que rassembler du monde, du matériel, des musiciens, etc. Même si la musique africaine, la rumba et compagnie, elle est là, mais n'empêche, organiser ce genre d'événement était un défi. Et c'est devenu un lieu, bon, plus avec la pandémie, et je pense qu'hélas, son créateur étant décédé, il y a peut-être des choses qui vont se perdre. Mais l'expérience a été belle et elle s'est répétée à plusieurs années. Donc, il est possible, quand on parvient à réunir, mais ça doit partir du bas. Après, il faut que les autorités publiques embrayent et apportent le soutien réglementaire ou autre dont on a besoin. Mais je crois qu'il faut surtout des gens qui le portent au départ. Et il y en a partout. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours je dirais, le terreau pour développer quelque chose qui prend vraiment forme. Il y en a partout, vous dites, et je voudrais me tourner vers Jenny là, en demandant justement cette dimension un peu identitaire, parce que c'est là, finalement, on vient d'évoquer le rôle finalement de l'industrie créative dans la construction d'une identité et justement, par exemple, ce festival au Kivu qui sans doute s'est développé parce que et répondait aussi à des attentes, ça faisait vibrer, je dirais, un peu un besoin, et ça faisait vibrer certainement des cordes, je dirais, liées à l'appartenance et à l'identité des différentes populations. Comment est-ce que vous voyez justement l'importance de ce rôle, je dirais, de coagulant de la culture pour faire fonctionner les industries créatives
justement dans un écosystème donné. Comment vous voyez les choses, Jenny? Alors, comment je vois les choses? Sur deux volets. Le premier, c'est, et pour ayant travaillé beaucoup avec l'UNESCO autour de sa convention 2005, qui est celle de la promotion de la protection de la diversité d'expression culturelle, j'aime bien la vulgariser sur le business de la culture, c'est de voir comment, par exemple, je parlais tout à l'heure de patrimoine culturel intangible. Comment cela vient se nourrissent mutuellement, et en fait de voir l'interéchange entre les différents objets des différentes conventions de l'UNESCO, et comment on peut voir la culture de manière un peu plus élargie, de voir la culture et la créativité comme des processus qui s'auto-nourrissent. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, on voit comment le lien social est nourri, est renouvelé, est recréé. J'ai beaucoup apprécié l'exemple de Gilles, où ça part d'une idée qui aussi évolue et qui est capable de se renouveler. Enfin, on voit vraiment comment l'économie créative permet de nous donner une nouvelle vie à la production, une nouvelle vie au service, au commerce, au divertissement, permet de changer l'environnement dans lequel les gens travaillent, dans lequel les gens aspirent à vivre, à étudier, et comment ils pensent, s'inventent, se réinventent. C'est vraiment une plateforme qui permet cette démarche-là. Donc ça, c'est de manière un peu plus systémique, et de manière un peu plus localisée, ou focalisée en tout cas dans la démarche politique, c'est de voir comment, oui, ça part du bas, et quel est le rôle en fait des pouvoirs publics, des pouvoirs publics dans cette compréhension en fait élargie de cette économie créative. Et je pense qu'ici se pose une question où parfois il y a une vision soit restreinte, soit en tout cas pas complètement holistique, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas holistique, de cette économie-là. Et donc l'importance quelque part, le mot est peut-être fort, mais de rééduquer ces pouvoirs publics à la compréhension de cette économie-là. En tout cas, d'apporter, de mettre en lumière ces différents acteurs, la multiplicité, la diversité des responsabilités. Alors oui, il y a la responsabilité du citoyen alerté, affairé, qui est passionné pour la chose culturelle, qui veut faire quelque chose, qui entreprend, qui multiplie les casquettes. Et quelle est la responsabilité de l'accompagnement, court terme, moyen terme, long terme, dans quelle mesure elle se pose. Et en fait, c'est parfois des questions qui passent. Allez, on a donné un fonds de subvention, c'est bon. Et en fait, c'est avoir cette compréhension un peu élargie, et de permettre en fait au pouvoir public d'avoir ces outils de lecture de ce champ-là. Et juste un dernier point, j'ai parlé d'écosystème, et je pense qu'un concept qui est très utile, c'est celui de réseau de production global, de Global Production Network, JPN. En fait, cette approche, c'est vraiment ce que Gilles illustrait avec son exemple. On peut partir du très local, mais en fait, c'est pas parce qu'on est ancré dans son territoire qu'on n'est pas connecté, et donc de permettre à travers cette vision d'écosystème, cette vision de réseau de production globaux, de noter où se situent les défis quant au travail, où se situent les défis quant aux conditions environnementales de production, etc. etc. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. L'un et l'autre, absolument. Gilles, vous avez évoqué tout à l'heure l'impact du KIC Festival sur la ville de Namur, et l'implication progressive aussi de la population, si je puis dire, dans la dynamique de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, et justement nous expliquer comment les pouvoirs publics ont été amenés, ou peut-être ont fait évoluer leur vision, leur regard, disons, sur le festival? Je pense que c'est un peu, dans la suite de ce que vient de dire Jenny, justement, c'est que moi je suis très respectueux en fait du pouvoir public en général, de la politique,
Je trouve que c'est un métier très compliqué, mais je trouve qu'une une des choses qu'il ne doit jamais oublier, c'est justement de se questionner, de se renouveler. Et on a eu la chance aussi, nous, à Namur, dès le début, d'avoir des gens qui ne comprenaient pas, je pense, ce qu'on faisait, pour être très honnête. C'était un festival qui est né sur 500 personnes au début, en un mois. On l'a créé en un mois et on l'a fait vraiment sur une petite montée d'énergie en se disant, c'est fou, il n'y a rien en Belgique qui soutient qui réunit notre écosystème, faisons-le. Et puis, il y a eu un acteur local qui a dit, OK, je vous soutiens. Et donc, on a très vite eu un intérêt du pouvoir public et des habitants de Namur qui ont dit, c'est pas pour nous, mais ça a l'air bien. En tout cas, ils ont l'air de faire les choses correctement, mais on n'y comprend rien. Et pendant 5 ans comme ça d'existence, on a fait grandir l'événement plutôt sur l'extérieur, en fait. Donc, on a eu énormément de gens qui, d'année en année, venaient. Puis les gens à Namur trouvaient ça marrant. Ça parlait anglais, ça parlait chinois parfois, ça parlait mexicain, espagnol. Enfin, il y avait un côté comme ça un peu hurluberlu, hein, je dirais presque dans l'observation de notre événement. Et puis, à un moment donné, nous, on a fait aussi ce travail de se dire, on ne peut pas créer comme ça un événement qui se développe, hein, qui grandit, qui a un impact économique, qui réunit du monde et qui ne se tourne pas aussi vers la croissance, vers l'empowerment, je cherche le mot, mais vers l'augmentation de compréhension et de connaissance du monde dans lequel il est créé. Et donc, petit à petit, comme ça, on a commencé à réfléchir, on a travaillé avec les pouvoirs publics. C'est pas simple parce que je pense que l'acteur du monde de l'industrie créative, souvent, moi je lui reproche souvent, j'en suis un, mais je lui reproche souvent de ne pas suffisamment prendre le temps d'expliquer justement à ceux qui ne sont pas dans son industrie notre mode de fonctionnement, pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on est comme ça. Et donc, on a décidé de prendre le temps, de prendre la main, de faire venir des gens, de leur donner la parole, de leur donner des espaces. Et surtout, à un moment donné, on a décidé de complètement ouvrir le festival sur la ville. Et on s'est répartis, à un moment donné, on a créé un projet qui s'appelle le Kick in Town, qui se répartit dans une trentaine de lieux différents. On a mis une grande tente aussi sur la place d'Armes, qui est une place assez centrale à Namur, transparente, volontairement transparente. Et on a invité le public namurois à dire, vous savez, ce festival, il n'est pas uniquement pour le public international, il est aussi pour vous. Et il y a toute une série de contenus, parce qu'en plus, on voit qu'évidemment, la créativité, c'est quelque chose qui est naturel, hein, chez l'être humain et qui intéresse énormément l'être humain. Et donc, on a fait venir le public local en masse, qui pendant 2-3 ans, comme ça, est venu gratuitement découvrir le market sur la place d'Armes, découvrir le Kick in Town dans les lieux différents. On a vu que d'année en année, les gens commençaient à bien comprendre ce que c'était, dans notre cas, l'art numérique ou des projets de start-up dans le market. Et puis après, on a vu que cet intérêt qui était local, il y a Liège et Charleroi qui sont venus tout doucement. Il y a Bruxelles qui, à un moment donné, a débarqué, alors que c'est hyper rare pour eux je schématise, de venir à Namur, de descendre à Namur. Et puis, on a la Flandre, énormément de Flamands. Et puis après, on a des pays, même limitrophes, qui ne sont pas dans le secteur industrie créative, qui viennent passer 2 jours en famille sur l'événement. Et vraiment, on voit que la ville de Namur, la compréhension globale des enjeux de notre secteur par une masse critique de gens à Namur est beaucoup plus élevée maintenant après 5 ans qu'il y a 5 ans. Et donc, je pense que cette ouverture totale qu'on a fait, qui était de nouveau pas très réfléchie au départ, mais juste en se posant une question de se dire, on ne peut pas faire ça parce que sans jamais se connecter avec les gens chez qui on fait le lieu, on trouve ça juste bête en fait. Et donc maintenant, je pense que ça c'est vraiment quelque chose dont on est très fier parce qu'on sent que le territoire monte avec notre industrie. Il n'y a pas juste notre industrie, il y a de plus en plus de sociétés dans notre secteur qui se créent à Namur, etc. Mais il y a aussi un territoire qui se questionne, qui grandit, qui se critique par rapport à ça. Merci. On a plusieurs questions qui sont posées dans le Q&A. Je voudrais essayer un peu synthétiser certaines de ces questions. Et en particulier, il y en a une, je crois qu'elle s'adresse
plus particulièrement Isabelle, mais peut-être à d'autres aussi. Et c'est plutôt une question qui a à voir avec l'interrelation entre, je dirais, le développement des politiques culturelles et en même temps les questions d'emploi et les questions notamment de sécurité sociale. Et donc, d'une certaine manière, la question qui est derrière celle-ci, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi renforcer le dialogue entre les institutions qui s'occupent des politiques d'emploi avec les institutions qui s'occupent de culture et d'industrie créative? Définitivement, oui, évidemment, parce que, bon, on le sait, en Belgique, par ailleurs, voilà, toute la question du statut d'artiste et la manière le statut social de ces créateurs, qui évidemment doivent quand même vivre, faire vivre leur famille, voilà, avoir une vie décente. Et donc, c'est pas donné à tout le monde, loin s'en faut. Donc oui, ça, je suis vraiment convaincue que les mondes doivent se parler. Ils ne se parlent pas toujours, ils ne se comprennent pas toujours bien, a fortiori parce que qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Il y a toutes sortes d'artistes. Enfin, je veux dire, c'est de nouveau, c'est comme l'économie créative. C'est pas facile de définir l'artiste qui est pas seulement un type avec des longs cheveux, qui dort pas bien la nuit et qui je sais pas quoi. Ça, donc il y a la créativité artistique, elle est multiforme, y compris a fortiori dans le monde numérique. Et donc, c'est pour ça que je pense que la question à la fois du numérique et de la culture, c'est assez intéressant parce que quelque part, c'est des mondes qui se croisent et qui se ressemblent dans leur complexité. Et en ce sens, je vois bien que petit à petit, il commence à y avoir une perception au sein des autorités publiques de la nécessité de croiser les approches. Alors, c'est pas pour ça qu'on va avoir partout un très bon statut des artistes et une bonne protection sociale, mais au minimum, si ces domaines et ces administrations, et moi aussi j'ai beaucoup de respect pour le monde politique et pour le monde administratif, ceux qui sont là pour gérer le bien public, mais c'est vrai qu'il faut aussi comprendre les contraintes dans lesquelles eux se trouvent et dans lesquelles c'est pas si simple dans les réglementations existantes de passer de quelque chose de très vertical à une approche beaucoup plus horizontale, et je parle même pas de l'action des niveaux de pouvoir, etc., mais tout simplement d'intégrer des données beaucoup plus fluides, beaucoup plus changeantes, on l'a bien vu dans une série de domaines, comment est-ce la portabilité des droits sociaux quand on passe d'un statut à un autre, etc. Ça, c'est pour les pays développés, je dirais, qui ont une sécurité sociale assez construite et qu'ils doivent adapter à ces nouveaux systèmes. Alors évidemment, ne parlons pas ou parlons-en de ceux qui n'ont pas de protection sociale, parce qu'en fait, dans une majorité des pays du monde, tout simplement, il n'y a pas de protection sociale. La protection sociale, elle vient simplement de la solidarité locale et de ce qu'on a mis de côté, et de la famille. Et donc là, c'est vrai qu'on est dans un tout autre modèle où on est d'abord sur essayer de construire une protection sociale de base. Et on a bien vu combien elle a fait défaut pour tous ceux qui ont été, et en particulier les PME, les femmes, les jeunes qui ont payé un prix très fort dans l'arrêt des activités auxquelles ils étaient habitués et qui leur apportaient du revenu même de façon informelle, parce que ça c'est l'autre aspect, c'est l'informalité. Et l'informalité, en fait l'informalité, elle est informelle du point de vue des revenus, etc., mais elle n'est pas si informelle que ça en fait, hein. Elle est aussi, dans l'informalité, il y a beaucoup de formel au sens où tout le monde sait très bien en fait comment ça marche. Simplement, ça n'entre pas dans les canaux administratifs courants et ça n'entre pas dans le calcul où on fait des estimations de l'économie informelle, mais c'est juste une estimation. Comme c'est informel, par définition, on ne sait pas le quantifier. Mais en même temps, quand on dit informel, ce n'est pas n'importe quoi non plus. En fait, c'est parfois très, très bien organisé dans l'informel. L'informel est bien réel. On a aussi un commentaire d'une personne qui nous parle d'un projet, et si je comprends bien, il s'agit d'un projet qui cherche à marier une démarche créative avec les plateformes de technologie. Et elle pose la question de comment on pourrait recommander, quelles recommandations pourrait-on faire à une personne qui veut développer un projet je dirais, créatif de cette nature-là? Est-ce que vous avez quelques idées? Moi, j'ai une petite idée de la part de l'UNESCO, mais je voudrais peut-être vous laisser le soin de réagir. Je ne sais pas, Isabelle ou Jenny, est-ce que vous avez des… Gilles, j'ai vu, on est dans le numérique là. Je pense que c'est une question pour l'UNESCO. Mais non, franchement, c'est impossible de répondre à ça sans connaître le projet. Ce que je peux juste dire, c'est que
Comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout de ne pas le faire seul, je pense. Et si je peux me donner, moi, mon petit conseil à mon image, c'est que tous les projets qu'on a fait ici, on ne les fait pas seul. On est entouré et on va chercher on va chercher les bonnes personnes, les bonnes compétences à chaque endroit. Et voilà, c'est micro-conseils que j'ai l'impression que je pourrais donner. Et je pense que c'est un excellent conseil. Et non, ce que je voulais juste mentionner par rapport à l'UNESCO, c'est que d'abord, l'UNESCO n'est pas une agence qui donne de l'argent, qui subventionne, je dirais, des activités. Néanmoins, il y a un fonds international pour la diversité culturelle. Et certains projets, mais ce sont des petits projets qui peuvent trouver là, quelquefois, je dirais, un peu d'engrais qui permet de faire développer une idée. Mais c'est certainement pas, je dirais, par ce biais-là qu'on peut développer complètement un projet. Donc, à la personne qui a posé la question, je crois qu'on peut lui renvoyer, je dirais, le bon conseil d'abord de Gilles Vasler, qui est de ne pas y aller tout seul, et ensuite peut-être de frapper aux bonnes portes et de trouver localement aussi des partenaires. Alors, je vois que l'heure avance déjà, il est déjà 17h11, et donc il faut que nous arrivions un peu à la conclusion de notre webinaire, de notre discussion. Et d'abord, moi, je voudrais vous remercier tous les trois pour la richesse de vos contributions qui sont extrêmement intéressantes et très diversifiées, mais qui nous ont apporté énormément de choses. Mais je voudrais peut-être souligner quelques points. Aujourd'hui, la créativité, et vous l'avez dit, hein, est de plus en plus reconnue comme une ressource, on pourrait presque dire une énergie renouvelable et omniprésente partout dans le monde pour un développement durable centré sur des individus. Hein. D'une certaine manière, si on lit si on réfléchit bien à cela, on se dit mais c'est formidable. Une énergie renouvelable qui est omniprésente et qui, d'une certaine manière, a tout pour amener un développement durable. Et ensuite, on sait qu'une économie créative fondée sur le respect de la liberté d'expression, c'est un point qu'on n'a pas tellement abordé, mais je crois qu'il est aussi important de souligner cet aspect-là. La liberté d'expression et les droits culturels, c'est une économie créative qui peut également galvaniser des sociétés inclusives. Jenny l'a souligné, des sociétés aussi plus tolérantes, plus pacifiques. C'est une économie, je crois, qui peut renforcer l'autonomie et l'engagement de divers groupes vulnérables et quelquefois marginalisés au sein de leur propre société. L'UNESCO, avec ses partenaires du système des Nations Unies, à commencer par la CNUSET, évidemment, souhaite mettre en évidence le rôle transversal de la culture et de l'économie créative dans la réalisation des objectifs du développement durable. Consolider la coopération internationale en matière de culture et de politique publique de soutien à l'économie créative est une priorité. Et quelques activités en témoignent, comme par exemple le Forum des ministres de la Culture qui s'est tenu en 2019, ou la réunion en ligne des ministres de la Culture en avril 2020, vraiment après le démarrage, le début de la pandémie. On a organisé en ligne une réunion un peu exceptionnelle des ministres de la Culture en se posant la question, mais comment soutenir ce secteur, comment soutenir tout ce secteur d'activité et surtout les personnes qui sont acteurs de cette économie créative. L'intégration de la culture aussi est devenue un élément intéressant dans le processus du G20. Et je crois que la CNUSET, lors de sa 15e session qui aura lieu au mois d'octobre, abordera également ces aspects d'économie créative, puisque vous trouverez aussi la manière de célébrer l'année internationale d'économie créative au service du développement durable. Donc, insérer la culture et l'économie créative dans l'ensemble de l'éventail des politiques publiques pour des sociétés et des économies plus résilientes et plus durables, ça fait partie évidemment des priorités. Mais la complexité et l'ampleur des défis mondiaux contemporains nécessitent des actions concertées, Nations Unies, pour soutenir les États membres, et on l'a vu, cela est bien compliqué, évidemment, on ne peut pas mettre tous les États membres sur le même niveau. Il s'agit de promouvoir et en tout cas de soutenir une économie créative à partir, je dirais, de la base. Vous l'avez fortement souligné, cette nécessité, je dirais, de faire du bottom-up, de partir de la dynamique locale et de la base pour pouvoir donner un rayonnement et donner une dimension plus internationale, une dimension, je dirais, plus soutenable à ce secteur.
Enfin, le Covid a mis, la Covid, pardon, a mis en évidence des vulnérabilités qui étaient préexistantes au secteur de la culture. Et le lien intrinsèque avec des lieux d'exposition, de représentation ou des expériences partagées a fait en sorte que ce secteur a été vraiment très durement touché et de nombreuses petites entreprises et des organisations du secteur créatif, manquant de réserves de trésorerie ou de dotation, aujourd'hui luttent pour leur survie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. On ne peut pas débattre aujourd'hui de ce secteur sans souligner cet aspect-là. Et en raison de la nature souvent informelle des emplois de secteur, de nombreux travailleurs indépendants ou à temps partiel sont exclus des systèmes de sécurité sociale conventionnels dans les pays du Nord, ou en tout cas où la solidarité, je dirais, locale ne fonctionne peut-être pas exactement, et donc aujourd'hui sont dans des situations particulièrement difficiles. Mais en même temps, la crise sanitaire, on l'a également évoqué, la crise sanitaire a mis en creux, je dirais, la nécessité, l'importance essentielle de l'économie créative au bien-être collectif. Et je crois que ça, c'est peut-être une des leçons les plus intéressantes de cette période tout à fait spéciale que nous vivons encore là pour le moment. Alors, de manière générale, ici, je veux le dire un peu du point de vue de l'UNESCO, mais je crois que vous l'avez évoqué aussi de manière tout à fait précise. Pour inspirer les actions publiques, moi, je retiens 3 idées majeures. D'abord, quand même, travailler et revoir peut-être la question du statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Une économie créative durable exige des conditions de travail dignes pour les artistes et les professionnels. Il faut leur donner des moyens de continuer à produire des biens et des services au profit de toute la chaîne de valeur créative. Et là, les États membres sont encouragés à revoir les politiques qui portent sur le statut de l'artiste, la rémunération équitable du travail créatif en ligne et hors ligne, et la défense et aussi la promotion de la liberté artistique. Premier élément. Deuxième élément, créer un environnement propice à des modèles de croissance durable. On l'a évoqué avec le Festival de Namur, mais pour stimuler et souligner la contribution de la culture à la croissance et à la prospérité durable, il est essentiel de créer un environnement propice à l'emploi culturel et créatif. Et là, il est nécessaire aussi de faire les liens, on l'a évoqué, avec les politiques d'emploi, les politiques et les mesures aussi, comprendre de quoi on parle. Donc, trouver peut-être même par approximation les moyens de mesurer comment se développent et comment fonctionnent localement les industries créatives. Et alors, le troisième sujet, mais je ne vais pas m'y étendre parce que ça nécessiterait tout un autre débat, mais je crois que le troisième axe sur lequel il faut vraiment réfléchir lorsqu'on veut soutenir ou parler des politiques publiques en faveur de l'industrie créative, c'est la question, je dirais, de l'adaptation des politiques culturelles et du soutien à l'économie créative aux défis et aux opportunités de la transformation numérique. La transformation numérique est un élément majeur aujourd'hui qui est en train de transformer énormément de secteurs, mais cette question-là, je crois, à elle toute seule, mériterait un autre débat. Je vais en rester là. Je voudrais vous remercier tous d'avoir participé, les 3 panélistes, toutes les équipes qui ont participé aussi à l'organisation de ce webinaire, et puis surtout à tous les participants qui nous ont rejoints. J'ai vu qu'il y avait une participante qui nous a rejoint des Philippines, donc nos meilleures salutations aux Philippines et ailleurs à travers le monde. Donc, c'est une des vertus aussi du numérique, de traverser très facilement toutes les frontières, et nous voilà réunis autour de cette question-là. Bonne fin de journée à tous, bon début de journée pour ceux qui la commencent, et puis peut-être à une prochaine. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.